Qu'y a-t-il de plus beau que les souvenirs d'enfance, modifiés et idéalisés par le temps qui passe? Des souvenirs qui resteront gravés durant toute notre existence, et au-delà. C'est souvent ici que débute notre héritage. Je me souviens encore du jeune garçon que j'étais, écoutant mon père me relater ses premières sorties dans les salles d'arcade, ou bien ses nuits blanches passées devant son premier jeu, 3D Monster Maze. Dans ce jeu en vue à la première personne, on incarne un personnage, cherchant à s'enfuir d'un labyrinthe pourchassé par le plus terrifiant des dinosaures. Les jeux d'enfance font aussi émerger notre passion future. Combien de temps ai-je passé sur les jeux Star Wars, alors que je n'avais même pas encore visionné les films de George Lucas? Je connaissais déjà par cœur Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, alors que je ne les avais même pas encore rencontrés. Sans le savoir, j'avais débuté un pèlerinage dans un univers qui me suivra durant toute ma vie. Serais-je devenu un si grand fan des univers de Tolkien, Sapkowski et Martin, si je n'avais pas dévoré plus jeune le moindre jeu d'Heroic Fantasy qui me passait sous la main? Et des années plus tard, je me suis certainement plongé dans le jeu de rôle afin d'explorer par moi-même ces univers m'ayant fait rêver plus jeune. La jeune génération d'aujourd'hui vous parlera certainement de Fortnite, comme le jeu de leur enfance, ou bien comme le premier jeu de nombreux petits garçons et petites filles. Plus tard, ils feront tous comme mon père, racontant leurs parties les plus mémorables à leurs enfants, qui débuteront à leur tour ce périple infini dans le monde du jeu vidéo. Et pour ma génération, c'est certainement Minecraft qui fut le déclencheur de ce cycle interminable. Combien d'entre nous ont éveillé un appétit vorace pour le vidéoludique, après avoir posé pour la première fois les mains sur le jeu de Marcus Persson? Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter le jeu de Notch, désormais bien en place dans le panthéon de la culture populaire, tant il a éveillé de nombreuses passions chez les joueurs. Certains y ont développé une créativité toute nouvelle, quand d'autres ont découvert une passion sans faille pour la survie et l'optimisation. Des informaticiens perdus ont même trouvé le moyen de transformer le jeu en véritable petit ordinateur, alors que d'autres ont travaillé durant des mois et des années pour trouver un moyen de traverser la porte du temps et speedrunner le jeu. Qui aurait cru que ce petit monde fait de cubes pouvait avoir autant à offrir? Pour ma part, un détail m'a toujours interpellé sur ce jeu. Ce sont les tableaux. De simples objets que l'on peut disposer dans ses constructions afin de les décorer. Certains sont parfaitement lisibles, quand d'autres semblent plus cryptiques, voire indéchiffrables. Mais tous me provoquaient un sentiment étrange, celui de la morosité ou de la tristesse. Alors tel un archéologue, digne d'Indiana Jones, j'ai préparé mes outils. Et plutôt que d'empoigner mon lasso, j'ai ouvert mon ordinateur, cherchant la moindre information, le moindre détail, qui pourrait me délivrer tous les secrets des tableaux de Minecraft. Les peintures ne sont pas une nouveauté dans le jeu Minecraft. Ils étaient au départ 19 dans la première version, avant d'atteindre le nombre de 26 aujourd'hui. Mais le plus intéressant est certainement la manière dont le jeu traite ses œuvres d'art. En effet, les tableaux ne peuvent pas être brûlés, et ceux-ci protégeront leur support des flammes. Si votre maison est consumée par le feu, les seuls rescapés de l'incendie seront les tableaux, toujours fixés aux murs qui les soutiennent. On peut interpréter cette volonté comme un message sur l'immortalité de l'art, car plutôt que d'être consumé et de renaître de ses cendres comme le phénix, celui-ci repousse tout simplement les flammes, empêchant la création de s'éteindre. Mais la chose qui m'a le plus interpellé, c'est la manière dont on peut détruire un tableau. Il faut pour cela se placer devant lui, et d'un coup destructeur, le frapper. J'y vois ici plusieurs métaphores, celle de l'artiste insatisfait de son œuvre, détruisant la toile de rage, ou bien le message de l'art moderne, n'hésitant pas à jouer avec les supports traditionnels. Mais c'est surtout dans le code du jeu que se cache l'un des premiers secrets. Les tableaux sont considérés comme des êtres vivants, comme des mobs. En effet, si vous tirez une flèche sur une de ces peintures, celle-ci disparaîtra. Ce phénomène se produit lorsque vous faites tomber les points de vie d'un adversaire à 0. Quand un ennemi disparaît, vous ne pouvez pas récupérer les flèches que vous lui avez assénées. De plus, il est possible d'infliger un coup critique à un tableau. Cela me fascine. Minecraft semble considérer les œuvres d'art comme des êtres organiques, comme des ennemis ou des alliés, comme si les peintures entreposées chez vous s'occupaient de protéger votre maison, alors que vous partez vers de nouvelles aventures. Ils font ici en quelque sorte office de gardiens. Mais alors, qui a bien pu concevoir ces œuvres? Qui est l'esprit qui se cache derrière ces mystérieux tableaux? Tout d'abord, il faut savoir que plusieurs artistes ont contribué à la création des tableaux de Minecraft. Mais l'artiste que l'on retrouve le plus souvent cité, celui qui a signé le plus d'œuvres, se nomme Christopher Zetterstrand. Zetterstrand est un artiste étrange. Ses toiles semblent ouvrir un portail entre deux mondes, celui des peintures classiques de la Renaissance et le style pixelisé de l'infographie 3D. Zetterstrand débute sa carrière artistique en exposant des paysages bien singuliers. En effet, ceux-ci représentent des cartes du jeu CSGO vues d'un angle improbable. Le point de vue semble avoir glitché à travers les murs de la carte. Zetterstrand se place ici en observateur, en explorateur. On découvre ici un point de vue nouveau, propre au créateur du jeu et inatteignable par le joueur classique. C'est au total 15 œuvres qui représenteront cette vision du jeu de Valve, et 3 d'entre elles se retrouvent dans Minecraft. Les 2 premières se nomment The Aztec,
Il s'inspire du map de CSGO où les joueurs terroristes et antiterroristes devront s'affronter au milieu d'une ancienne cité précolombienne. Les deux peintures possèdent un effet crescendo. En effet, il y a 3 niveaux de plan. Le premier plan nous montre une salle baignée dans la lumière, ou bien un couloir duquel on peut atteindre une porte laissant traverser, elle aussi, une lumière réconfortante. Pour le deuxième tableau, le second plan mène sur une cour entourée de colonnes. Et c'est en prenant conscience de l'arrière-plan que les toiles prennent tout leur sens. On y aperçoit des montagnes qui jurent avec l'ensemble architectural des plans précédents. Celui-ci est représenté en 2D, c'est le board map. En plus d'être caractérisé par des sommets montagneux infranchissables, il semble être un mur, une barrière, que le joueur, le codeur ou le peintre ne peut dépasser. On ne peut qu'imaginer qu'au-delà de ces montagnes se trouvent de vastes étendues noires, laissées vides par les créateurs de CSGO. La dernière œuvre, faisant hommage à Counter-Strike qui se trouve dans Minecraft, se nomme Target Successfully Bombed. Elle représente certainement la carte la plus célèbre du jeu, Dust. Ici, pas de perspective alambiquée. Les lieux sont représentés de manière traditionnelle, avec comme seul élément jurant avec le décor, les dollars verts scintillants. La seule chose qui pourrait nous faire penser à Global Offensive serait le titre du tableau. La cible est bombardée avec succès. Évidemment une référence à la phrase culte du jeu. Après avoir étudié ces premiers tableaux, vous allez certainement me demander pourquoi Zetterstrand ? Pourquoi ce peintre fut choisi en particulier par Notch pour concevoir les tableaux de son jeu ? Eh bien la réponse est toute simple. Zetterstrand est en fait le beau-frère de Markus Persson. Mais cela ne veut pas dire que son travail est inintéressant, et je vais vous le prouver grâce aux œuvres qui vont suivre. Les œuvres qui vont suivre sont toutes présentes dans le jeu. Elles me provoquent une étrange sensation. Le style qui a fait la célébrité de Zetterstrand semble être celui d'un explorateur du temps, comme si une capsule de voyage temporel avait explosé, éparpillant aux 4 coins de l'histoire de l'art d'étranges créatures ou paysages. Imaginez la rencontre entre Michel-Ange et Shigeru Miyamoto. Imaginez un monde dans lequel s'entremêlent les paysages, figures et natures mortes de la Renaissance et du baroque, avec les jeux vidéo des années 80-90. Cela perturbe nos sens. Cet inexplicable uchronie fait pourtant la part belle aux jeux vidéo. En effet, ceux-ci se retrouvent placés parmi les plus grands classiques de la peinture, et créent en plus de cela un décalage particulièrement esthétique. Je pense que le vidéoludique n'a jamais connu un si bel hommage que sur les peintures de Zetterstrand. En effet, cette manière de parodier l'histoire de l'art permet aux spectateurs de découvrir ou de redécouvrir l'histoire du jeu vidéo sous sa plus belle forme. Prenons par exemple les tableaux Graham, Stage et Wanderer. Ces 3 œuvres font référence à une pierre angulaire du jeu vidéo, King's Quest. King's Quest est considéré comme l'un des premiers jeux d'aventure, et surtout celui qui a popularisé le genre. Dans ce jeu créé par Sierra Entertainment, on incarne Graham, un jeune homme promis au trône d'un royaume fantastique. Pour cela, il va devoir réunir 3 objets magiques. Un bouclier, un coffre et un miroir, pour les donner au vieux roi mourant afin qu'il lui cède son royaume. Et parmi ces 3 objets, vous avez évidemment reconnu 2 blocs emblématiques de Minecraft. Le bouclier, mais surtout le coffre. Le personnage de Graham est représenté dans 2 des tableaux de Zetterstrand. Le premier, sobrement intitulé Graham, place le petit personnage au milieu d'une nature morte, et d'un jeu de perspective digne de la peinture classique. Dans le second, The Stage is Set, on retrouve ce jeu de perspective, mais on voit cette fois apparaître un élément qui deviendra une récurrence des tableaux de Zetterstrand. Cette récurrence, c'est un niveau de jeu vidéo placé au centre du tableau. Ce niveau se base sur un autre jeu du studio Sierra Entertainment, Space Quest. Et devant ce décor, on retrouve bien évidemment Graham, cette fois représenté en 2 fois. La dernière apparition de King's Quest se fait dans le tableau Wanderer. Zetterstrand fait ici référence à un tableau célèbre dont nous parlerons plus tard. Ici, c'est un niveau reproduit en 3D qui est directement placé au milieu du tableau. Et King's Quest n'est pas le seul jeu vidéo rétro représenté dans Minecraft ou dans les œuvres de Zetterstrand. On retrouve par exemple le jeu le plus emblématique du média, Donkey Kong. C'est certainement le jeu le plus connu par nos parents. C'est aussi le mythe fondateur de Nintendo, avec l'apparition de plusieurs personnages qui deviendront cultes plus tard. C'est dans le tableau éponyme que l'on retrouve le jeu placé une nouvelle fois dans un décor à la perspective classique. Et comme pour le premier tableau de Graham, le fond noir intense nous laisse parfaitement observer ce vestige du vidéoludique. Mais on retrouve aussi d'autres jeux, peut-être moins connus. Par exemple, l'un des premiers jeux de combat, Karate Champ, qui a le droit à 2 clins d'œil dans les tableaux Fighters et Pointer. On peut aussi citer le jeu Grim Fandango, que l'on peut apercevoir grâce à la tête carrée de la peinture Skeleton. Minecraft se permet même parfois de l'autoréférence, comme ces 2 œuvres, Sea et Pixen, où Notch a remplacé des éléments de Zetterstrand par une tête de cochon ou de creeper, 2 créatures emblématiques du jeu. Je vous parlais précédemment de l'amour du peintre suédois pour l'art de la Renaissance et du baroque. Eh bien, 3 tableaux font référence à des figures iconiques de la peinture de cette époque. La première buste réinterprète le buste en marbre de l'empereur philosophe Marc Aurèle, au milieu d'un champ enflammé par un feu pixelisé et nappé de l'obscurité noirâtre du fond du tableau. Le second Void représente un ange, en train de prier près du vide,
avec pour seul élément ressortant de ce fond noir, une flamme, encore une fois pixelisée. Le dernier est certainement l'un des tableaux les plus célèbres de Zetterstrand, Skull on Fire. Hormis la justesse impeccable de la composition de la toile, qui rend réellement ce crâne squelettique fascinant et terrifiant, je ne peux m'empêcher de voir une référence à un autre tableau terrifiant, Les Ambassadeurs de Hans Holbein. Je ne saurais vous décrire pourquoi ces deux œuvres me font le même effet. Cela provient certainement du crâne présent dans les deux tableaux. J'ai l'impression que ces deux toiles se répondent l'une à l'autre, comme si le squelette des ambassadeurs se cachait au spectateur, pour mieux surgir lorsque l'on retourne la toile, alors que celui de Minecraft semble avoir choisi une approche beaucoup plus frontale. Pour terminer ce tour d'horizon des peintures classiques, je vous propose de revenir sur la toile Wanderer. Ce tableau fait effectivement référence au Voyageur contemplant la mer de nuages de Caspar David Friedrich. C'est certainement l'une des œuvres les plus poétiques que l'histoire de l'art ait connue. Mais si la peinture de l'artiste est très inspirée des maîtres italiens et allemands, on retrouve aussi dans Minecraft l'œuvre d'un certain peintre français. Bonjour Monsieur Courbet représente un randonneur présent dans un tableau de Gustave Courbet, portant le même nom. Et c'est certainement l'un des tableaux les plus indéchiffrables de Minecraft. Pour finir avec l'œuvre de Zetterstrand, je voudrais vous parler de ma préférée, Skull and Roses. Mis à part son nom semblable au groupe de rock Guns N' Roses, ce tableau est inspiré par Moonlight Installation, toujours produit par Christopher Zetterstrand. Les seuls éléments retouchés sont le cadre, axé en gros plan, et l'apparition d'un rosier, présent dans le jeu en arrière-plan. L'œuvre nous plonge pleinement dans le romantisme noir. Il me fait indubitablement penser à l'un de mes tableaux préférés, La Ballade de Lénore par Horace Vernet. J'ai l'impression de retrouver dans le tableau de Minecraft cet amoureux maudit du conte de Victor Hugo. Il me semble que ce squelette n'a pas conscience d'être mort. Il semble être là, au milieu des plantes portant la fleur de l'amour, attendant. Attendant l'être qui lui est le plus cher, mais qui ne viendra jamais, condamné à veiller dans l'éternité de son errance fantomatique. Je pourrais rester des heures en compagnie de cette toile, plongé dans une calme morosité, attendant avec elle. Mais notre périple n'est pas terminé. Nous n'avons pas encore découvert tous les secrets qui se cachent derrière les œuvres de Minecraft. Alors suivez-moi. Il n'existe qu'un seul tableau dans Minecraft qui n'a pas son pendant dans le réel. Un tableau très intrigant, puisqu'il accompagne directement le joueur dans le jeu. Cette toile représente directement un ennemi du jeu, et son nom est le Wither. Si vous avez déjà joué à Minecraft, vous connaissez forcément cette créature. Il est le roi du Nether, une dimension cauchemardesque sans fin. Son royaume est fait de terre désolée, composé de canyons infernaux surmontés d'étranges forteresses noires, emplies de squelettes carbonisés. Ces lieux abritent des créatures immondes, rampant ou volant au travers de forêts empoisonnées, ou de sombres déserts où les âmes des défunts sont moissonnées. Le Wither est le diable du monde, l'un des antagonistes les plus célèbres, avec le dragon de la fin des temps. Et c'est aussi pour cela que ce tableau est si intriguant. En plus de la figure terrifiante qu'il renferme, le tableau est ici pour guider le joueur. En effet, celui-ci indique comment invoquer ce diable, mais pas comment le vaincre. Qui a bien pu laisser ce tableau aux jeunes joueurs non avertis? Est-ce un aventurier précédent qui a immortalisé son rite d'invocation avant de périr au combat? Est-ce une relique d'une civilisation ancienne, vénérant ce faux dieu? Ou peut-être est-ce tout simplement l'œuvre du Wither, souhaitant attirer les jeunes explorateurs naïfs dans son piège? Tant de questions me taraudent. C'est là qu'il y a le plus de magie dans Minecraft. Un jeu en bac à sable, où tout est à inventer et à théoriser. À nous d'imaginer ce que chaque bloc, chaque mob de ce monde peut bien raconter comme histoire. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vais d'ailleurs convoquer votre imagination. Bien que nous ayons étudié pour la plupart des tableaux présents dans le jeu, il en reste encore 4 que vous n'avez encore jamais vus. Ces 4 tableaux étaient autrefois cachés dans le code de la version portable du jeu Minecraft. Ils représentent chacun un élément, la terre, le feu, l'air et l'eau. À quoi peuvent bien servir ces 4 tableaux perdus? Sont-ils les clés permettant d'ouvrir la porte d'un sanctuaire antédiluvien? Peut-être les éléments d'une carte disparue, menant à un incroyable trésor. Ou tout simplement des indications nous permettant d'invoquer un nouvel adversaire. Je compte sur vous pour m'aider dans cette quête, car c'est ici que nos chemins se séparent. J'aurais aimé pouvoir vous parler des œuvres créées par les joueurs, ou celles qu'ils ont reproduites avec tant de fidélité dans le jeu. Mais il me faudrait encore de nombreuses heures d'archéologie pour déterrer certaines d'entre elles, encore inconnues. J'espère néanmoins avoir créé chez vous un intérêt pour les œuvres de Christopher Zetterstrand. Peut-être que certaines de mes théories ont pu éclairer un peu plus votre découverte du jeu. Et si de jeunes joueurs sont tombés sur cette vidéo, j'espère avoir pu leur montrer que l'histoire de l'art n'est pas toujours barbante. D'autres qui connaissaient bien le sujet ont pu découvrir quelques anecdotes. Quoi qu'il en soit, il me fallait vous partager une partie de ces émotions qu'a vécu le jeune garçon que j'étais autrefois.
Et pourtant je ne pourrai jamais vous décrire parfaitement ce qu'est Minecraft, et tous les mystères qu'il recèle. Il reste tellement de choses à découvrir et à inventer. Tellement de choses qui seront ajoutées plus tard, dans une des nombreuses mises à jour du jeu le plus vendu de tous les temps. Peut-être que d'autres tableaux apparaîtront. Vous me verrez alors peut-être replonger dans cet océan de créativité. C'est en terminant ces derniers mots que je me rends compte d'une chose. Je n'ai peut-être pas encore d'enfant, mais avec ces vidéos, je viens déjà de renouveler le cycle.